Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Depuis son aquarium, en tout cas l'aquarium du Louis XV, dans lequel il nous reçoit, il est à la tête d'une trentaine de restaurants dans 8 pays différents. Il est aujourd'hui le chef le plus étoilé du monde. Il a fait rayonner la gastronomie française à l'international en prônant une cuisine responsable et humaniste. Cet engagement, il l'exprime dans ses restaurants bien sûr, mais également à travers de nombreuses initiatives sociétales ou encore des écoles, des livres. Bonjour Alain Ducasse. Bonjour. Alors moi je vais vous appeler chef quand même, parce que pendant toute cette conversation, je voudrais qu'on se souvienne que non seulement vous êtes aujourd'hui le chef le plus étoilé du monde, mais vous avez pris des partis importants tout au long de l'histoire qu'on va raconter, et vous en prenez encore aujourd'hui. On dit que vous êtes né dans une ferme. Est-ce que c'est parce que vous êtes né au plus près de la terre que vous avez ce sens inné de ce qui fait la cuisine d'aujourd'hui ? En tout cas, la proximité avec la terre m'a constitué l'ADN des goûts originels, et non pas originaux. C'est-à-dire, je me souviens parfaitement du goût d'une laitue vivante qui saigne blanc, du goût d'une volaille de ferme, donc ça constitue mon ADN gustatif. Après, je l'ai enrichi de la Méditerranée, mais l'originel, c'est le goût du Sud-Ouest, et cela est encore mon référent gustatif qui s'enrichit chaque jour des découvertes que je fais, en tout cas chaque semaine, de délicieux déjeuners, délicieux dîners. Donc je suis riche de goûts divers et variés, et c'est ma mémoire qui me permet de regarder ce que je vais faire demain en ayant une bonne mémoire de tout ce que j'ai goûté. Et je continue à goûter beaucoup, je continue à me surprendre. Vous aimez manger alors ? J'adore manger, j'adore goûter, j'adore découvrir, j'adore m'étonner, j'adore l'acidité, l'amertume, tout ce qui n'est pas commun en fait. Je n'ai pas de passion pour le sucré, je considère que le sucre c'est pire que la drogue. C'est une drogue accessible, tout le monde peut y accéder. La drogue, c'est facile d'y accéder, mais en tout cas, il faut la payer. Le sucre, c'est un ingrédient qui coûte pas cher. C'est un poison violent. C'est addictif, ouais. Ça, c'est vrai. Oui, parce qu'il y en a partout, tout le temps, tous les jours. Donc, l'accès au sucre fait que, je sais pas, 30% de la population mondiale est obèse ou sera obèse. Donc, ceux qui ont accès aux nourritures dites civilisées ou des peuples dits civilisés, ils ont accès au sucre, au gras et au mou. Donc c'est une catastrophe pour l'état de santé des individus. C'est aussi une catastrophe pour l'état de santé de la planète. Puisque, et oui, pour satisfaire ces besoins-là, on fait des choses... D'abord, c'est trop. On tire sur les ressources de la planète, c'est ça qu'on dit. Oui, on tire de toute façon, on a une population de surnourris et une population de sous-nutris. Donc tout ça... La planète permet aujourd'hui de nourrir les individus qui l'habitent, sauf que c'est inégalement réparti. Bon, je ne dis pas que je vais essayer de corriger, mais en tout cas, on essaye de faire prendre conscience, nous les chefs de haute gastronomie française dans le monde, de haute gastronomie en général dans le monde, en particulier, plus particulièrement de la gastronomie française, de la cuisine française, on essaie de faire prendre conscience qu'il faudra manger différemment si on veut nourrir tout le monde. Voilà, si on veut une planète qui dure, et si on veut des habitants qui soient en bonne santé, il faut les nourrir différemment, en tout cas en étant précautionneux, et qui soit responsable de ce on peut décider de mal manger. En tout cas, il faut le savoir. Donc, il ne faut pas manger mal sans le savoir. Donc, il faut porter à la connaissance de chacun d'entre nous ce qu'il est en droit de manger ou ce qu'il a envie de manger. Est-ce qu'il a envie de se faire du bien et de faire du bien à la planète. Ouais. Est-ce que c'est pour ça que, par exemple, quand vous prenez le Plaza Athénée, vous choisissez de faire une carte sans viande ? C'est-à-dire, c'est une réévolution en 2014. C'était un parti pris très fort. Oui, mais je suis là depuis 14 ans et en 2014, je décide de changer. C'est-à-dire, on fait table rase du passé et on décide de faire autre chose. Moi, j'aime bien ça, ce genre de pari. Bon, c'est pas facile de dire on va manger que des légumes, des céréales, des poissons de pêche durable. On va utiliser moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales. Et quand ce sont des protéines animales issues de la mer, ce sont des poissons de pêche durable, ou dont on connaît parfaitement les périodes de reproduction, etc. etc. Donc c'est un choix. C'est pour démontrer que cela est possible de faire de la gastronomie avec moins d'ingrédients. Bon, et on l'a démontré, ça n'a pas été facile. C'est pas facile d'imposer un mouvement culinaire différent. Et il s'impose petit à petit un peu partout. C'est-à-dire, je veux arriver à l'inversion des proportions de 80 de protéines animales, 20% de protéines végétales, à faire le contraire, protéines végétales, pour 80% et 20% de protéines animales,
incluant la volaille, le bœuf, le poisson, le etc. beurre. Je suis pas contre, il faut manger moins mais mieux, de meilleure qualité, en moins de quantité, etc. Et tout ça. Mais ça va bien se passer, ça se passe plutôt bien. Hein, plutôt bien. Non, ça se passe plutôt bien, mais vous dites c'est beaucoup de travail. Ça, c'est quand même un aspect, quand on va dîner dans un de vos restaurants, qu'on a... Alors, je ne dis pas qu'on ne le voit pas, mais vous arrivez à rendre ça tellement évident. Hein, oui, parce que le végétal nécessite plus d'attention, plus de travail. Pour donner du talent du plat végétal, il faut... D'abord, le légume, il faut le cultiver, il faut le ramasser, il faut l'éplucher, et puis il faut le cuisiner. Sinon, tes légumes sont infiniment différents, mais pour avoir la capacité de faire un menu total sur du végétal avec un tout petit peu de protéines animales issues de la mer, il faut y consacrer un peu de temps. Donc, il y a de la main-d'œuvre, il y a de l'expertise, il faut tirer le meilleur profit à la fois des épluchures, le meilleur profit de différentes cuissons. J'ai mangé hier une carotte du jardin du potager de Versailles, déshydratée, réhydratée. Bon, la carotte, elle avait beaucoup de talent, on y avait passé beaucoup de temps, on lui avait donné beaucoup d'amour, elle était infiniment délicieuse, cette modeste carotte. Eh oui, mais chef, est-ce que vous vous rendez compte que pour monsieur et madame tout le monde, madame surtout, hein, enfin, parce qu'on en a encore là, qui cuisinent à la maison, apprendre à mieux manger, et surtout choisir de mieux manger, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de... c'est d'avoir une décision, parce qu'on n'est pas obligé de travailler la carotte, on peut la manger simplement. On peut la manger simplement, oui. Et ça coûte moins cher qu'une pièce de bœuf ou de volaille. De manger mieux, ça ne coûte pas plus cher, c'est une décision. Mais il faut inverser les proportions pour ça. Bien sûr que la protéine animale, elle coûte plus cher que le végétal ou que la protéine végétale. Donc c'est une décision de manger. Mais ça commence à l'école, c'est-à-dire dans les commissions de parents d'élèves, il faudrait apprendre qu'il suffit de manger 2 fois de la protéine animale par semaine pour trouver un équilibre alimentaire. On n'en est pas encore là, puisque c'est une décision qui prendra du temps pour influencer. Ouais. Il faut que tout le monde adhère, et pour adhérer... Les changements, tout le monde a pris conscience de l'éducation à l'exécution. Il va s'écouler le temps nécessaire, mais c'est en bonne route, puisque tout le monde prend conscience qu'il est nécessaire d'aller vers là. Je suis rassuré. Bah oui. Est-ce que c'est... On va revenir 2 minutes, puisqu'on a dit que vous étiez né dans une ferme. Tout de suite, vous vous dites, j'aime cuisiner. En fait, dans ma ferme, on mange bien. On mange bonne volaille, on mange bons légumes. On mange 1 fois par semaine un rôti de veau ou une pièce de bœuf. C'est ce qui constitue mon disque dur de goût originel. Ensuite, la Méditerranée vient enrichir ma palette, mais à l'origine, j'ai des goûts, le souvenir des goûts et d'odeurs de la cuisine de ma grand-mère qui sont infiniment précis. C'est ce qui me donne envie de devenir cuisinier. Moi, à 12 ans, je ne suis jamais allé dans un restaurant. Donc, c'est la cuisine à la maison, alors? Oui, c'est le souvenir d'odeur. C'est certainement l'odeur des volailles rôties, des poêlées de cèpe, de quelques foie gras cuisinés, des foie gras de canard ou d'oie qui avaient été élevés à la ferme, qui me donne envie de devenir cuisinier, sans savoir ce que c'était. Après, la difficulté commence, puisque ma mère était infiniment opposée à ce que je fasse la cuisine. C'était un métier trop dur. Elle avait raison, d'ailleurs. Oui, je pense qu'elle avait raison. Oui, c'est un métier infiniment dur. Oui. Et finalement, j'ai quand même décidé, par esprit de contrariété, déjà, très certainement, de continuer ce que j'avais décidé de faire, c'est-à-dire la cuisine. Bon, il faut avoir une conviction. De toute façon, pour faire un métier difficile, il faut avoir une conviction. Oui, et puis bon, plusieurs fois, j'ai failli arrêter, j'ai voulu arrêter, puis finalement, je n'ai pas arrêté. Et voilà, je crois que c'est comme une drogue, enfin, c'est comme une addiction, l'addiction du plaisir que l'on donne aux autres, de partager la connaissance avec des jeunes cuisiniers, ensuite de devenir éditeur, de faire des écoles. Voilà, c'est sans cesse me nourrir et partager, de m'enrichir de ce que je sais. Mais immédiatement, le retranscrire. J'étais tout à l'heure avec Emmanuel, mon chef ici, je lui faisais part de mes expériences. Je viens de passer 15 jours, je viens de passer les 3 dernières semaines extrêmement riches. J'ai passé 3 jours d'Italie richissimes, à goûter, à découvrir. Voilà, le monde a du talent. Alors il faut aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes. On ne les rencontre pas au coin de la route. Bien sûr que c'est l'idée d'un réseau de connaissances, d'indications des uns et des autres qui nous permet d'aboutir dans des lieux uniques, de rencontrer des hommes et des femmes qui ont du talent infini, voilà, et de capturer cela et de le partager, de dire là, j'ai goûté telle chose, tu devrais y aller, etc. Donc
C'est pas Oui, pour moi, mais pour les autres. Pour en faire usage, en fait. Pour en le faire partager. usage, voilà. Justement, vous parliez de rencontres. Et là, nous sommes dans l'aquarium du Louis XV. L'aquarium, vous m'avez dit parce que les Parce chefs que dans la du cuisine, Louis XV, voilà. quand j'arrive à Monaco, mon bureau, il fait 4 mètres carrés. Il y a 2 portes coulissantes vitrées qui sont fermées. Et quand je téléphone, c'est comme un poisson. C'est comme un poisson dans un aquarium. Et donc, mes collaborateurs d'époque, mes chefs de l'époque, ont appelé ça l'aquarium. Et c'est un nom qui est resté. Donc, c'est toujours une salle à manger privée en face de la cuisine. Et on est comme des poissons dans l'eau. C'est vrai. Et justement, comme on est dans ce Louis XV, comment on passe de « je veux être cuisinier » à « je vais installer un étoilé à Monaco et il va porter le nom d'un roi ». Oui, je suis convoqué par le prince Régnier, qui avait évoqué l'idée avec les présidents de l'époque, de Jacques Sédoux de Clauzonne, André Saint-Bleu, avec l'aide de Michel Pastor, de trouver un jeune chef qui pourrait venir avec son jeune talent, éventuellement accrocher les étoiles de guide Michelin. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et quand le prince Régnier me convoque, il me dit « Alors, jeune homme, qu'est-ce que vous allez faire ?» Je lui dis « Écoutez, je vais réfléchir. Est-ce que vous me donneriez l'opportunité de faire la cuisine à Monaco ?» Et je lui promets que je reviendrai 3 semaines plus tard, après avoir regardé là où je pourrais m'installer. Je choisis l'entrée de l'hôtel de Paris, le salon Louis XV, pour faire mon restaurant. Et 3 semaines plus tard, je viens avec l'idée de ce que j'avais rêvé pour faire un restaurant de haute gastronomie. C'est 17 pages que j'ai rédigées. J'y ai consacré un peu de temps. Et donc, je lui amène ce document, on le lit ensemble, en dehors du bureau, dans un espace de salon. Le premier plat, c'est légumes de nos paysans mijotés en cocotte de fonte au lard paysan. Et il me dit, et vous pensez qu'ils vont manger ça? Et je dis, oui, je pense, parce qu'ils n'en auront jamais mangé. Et alors, ça lui plaît beaucoup, ma réponse, c'est-à-dire, oui, ils vont. Et je lui dis, et puis ils s'habitueront, parce que ça sera bon. Et voilà, donc je raconte tout ce que je vais faire. Je dis, je vais faire le pain, je vais faire des chocolats. Donc, je raconte l'histoire de ce dont j'avais rêvé. Et il m'a dit, je crois que ça me plaît, votre histoire. Ça lui a plu. Je vais vous donner, je vais valider que vous alliez nous rejoindre. Et donc j'avais 30 ans, donc c'était un pari. Voilà, et j'ai commencé quelques mois plus tard. Et on a refait un outil extraordinaire. Seul à Monaco, on peut avoir un podium aussi extraordinaire parce que c'est un grand tout petit pays qui donne une visibilité et un podium pour une visibilité mondiale. En dehors de l'Europe, Monaco, c'est une visibilité pour le monde. Overseas, Monaco reste un podium extraordinaire. C'est toujours le cas d'ailleurs. Ben oui, puisque là, il y aura le gala des étoilés. Oui, ce soir. Festival oui, mais on le fait entre nous. Mais le ouais. rayonnement depuis Monaco, l'idée c'est d'inviter des gens de l'extérieur, comme on l'a fait pour le sommet de la gastronomie durable, de faire parler des gens venus du monde entier. Ce grand tout petit pays, il doit rayonner, et on doit participer à ce rayonnement en faisant adhérer des hommes et des femmes qui viennent d'ailleurs, parce que la Méditerranée, ou le goût de la Méditerranée, est essentiel à la constitution du goût mondial. Voilà, la Méditerranée, ses produits, les légumes, les fruits, cette cuisine finalement d'une terre aride, de quelques poissons et de légumes et de fruits. Voilà. Mais c'est le pari que vous faites quand le prince Albert vous demande de préparer le dîner de sa noce, de son mariage. Oui. C'est le pari que vous faites. Oui, c'est Méditerranée produit. On fait 100% local puisque on commence par une espèce de carpaccio de mulet. Le mulet, normalement, ça vit dans les ports. C'est pas très bon le mulet, mais sauf que ce sont des mulets qui passent au large et qui sont absolument pas pollués. Donc ce sont des mulets qui sont pêchés au large de Monaco. Et ensuite, au jardin du Rocagel, la ferme du Prince, on va planter les légumes nécessaires à ce grand dîner. Voilà, on fait un menu 100% local, mais je dis 100% local, y compris les vins qui sont des collines de Belley. Le seul ingrédient qui vient au-delà de la proche région, c'est le champagne. Mais sinon, tout le reste, c'est local, incluant les desserts et la glace qui a servi à faire le dessert, c'est les vaches de la ferme. Voilà, on est 100% local, pas besoin de homard, du végétal, des petits poissons de pêche, des poissons de pêche durable, qu'on a pêché pendant plusieurs semaines. On a utilisé tous ces poissons dans le bouillon
dont les arêtes servent à faire la bouillabaisse, et on utilise tous les filets. Donc voilà, et le dîner, c'est la démonstration que c'est possible de faire bien un grand dîner pour plusieurs centaines de personnes et de séduire tout le monde, en fait. Quand c'est bon, ça finit toujours par plaire à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'étonner. Il n'y a pas besoin d'essayer d'étonner. Il y a besoin de se consacrer à capturer les goûts originels de la Méditerranée. Et un bouillon de soupe de poisson de roche de Méditerranée, ça a un goût unique au monde. Les légumes, c'est pareil. Les mulets marinés, c'est pareil. Les fraises des bois, c'est pareil. Bon, tout ça c'était la bonne saison. Ça tombait. C'était juste. Tout était remarquable parce que tout avait été capturé dans sa plus grande justesse, dans sa plus grande harmonie. Voilà. C'est une question d'harmonie, de justesse, de précision. C'était délicieux parce que c'était beau, c'était bon, etc. Voilà. Alors, est-ce que c'est facile de faire ce niveau de qualité pour 500 personnes? Oui, c'est pas facile. Ce n'est pas aisé, mais on l'a fait parce qu'on avait décidé de le faire au plus haut niveau. Et je dois avouer que moi, j'aime bien ce genre de défi. Ouais. On aime beaucoup ça. Comment vous faites? Là, vous parlez de la Méditerranée, de toutes ses saveurs et de tout ce que vous capturez. On a parlé des établissements que vous avez dans le monde. Comment vous faites? Vous êtes installé au Japon? Comment ça se passe? On regarde ce qu'on a. Pendant le confinement, nous avons ouvert 2 restaurants à Kyoto. Mais je suis allé de nombreuses fois, de très nombreuses fois au Japon. Donc on regarde ce dont on dispose, là où nous sommes. Ce que nous savons faire avec, c'est ce que nous allons faire là où nous sommes, avec ce dont nous disposons, et avec notre capacité professionnelle, de faire une proposition qui soit différente de celle du voisin. Parce qu'à Kyoto, il y a une immense compétition d'une haute gastronomie japonaise. Il n'est pas question de faire semblant de faire du japonais. D'abord, on ne sait pas faire, donc il faut faire autre chose. Toutefois, nous utilisons des produits locaux, avec une vision globale. Nous sommes des cuisiniers global et local en même temps pour proposer une expérience différente de haute gastronomie française avec l'ordonnancement des mets et des vins, une hiérarchie de ce que l'on boit, de ce que l'on mange, une harmonie entre le contenant et le contenu, d'essayer de raconter une histoire délicieuse qui permet de laisser graver dans la mémoire du client qui va venir chez nous un délicieux souvenir. Ah, c'est l'histoire que vous racontez, enfin cet ADN, cette façon de faire, c'est le Louis XV qui l'incarne. C'est toujours. Depuis toujours. C'est toujours la grande école de la cuisine de mes collaborateurs partout dans le monde. 85% de mes collaborateurs ont un jour travaillé ici à Monaco, se sont imprégnés du goût de ce terroir de Méditerranée qui est essentiel dans l'apport supplémentaire de ce que l'on va faire aux États-Unis, au Japon, etc. Le goût et la touche du savoir-faire de Monaco est unique, va venir enrichir ce que l'on trouve à Kyoto. Voilà. Ah ouais. Mon chef Kei, en face du palais impérial à Tokyo, du restaurant Esther, qui veut dire le sens de la terre, a travaillé 15 ans ici à Monaco. Il a fait les marchés, il a vu les poissons d'ici, il a vu les légumes du Coursalia à Nice, il a vu les légumes de Ligurie. Voilà, il est imprégné de ça. Et c'est cette touche supplémentaire qui fait que la proposition culinaire à Tokyo, elle est remarquable parce qu'il a vécu 15 ans ici. C'est une philosophie en fait. Oui, il s'est imprégné, il s'est enrichi. Il parle le niçois, il parle la Riviera, il parle entre la côte Ligure et le Monaco et la Riviera française. Voilà, c'est une combinaison de goûts au pluriel dont il a capturé l'essence. Et il vient de rajouter, il est le Kamakura. Kamakura, c'est l'ancienne capitale impériale du Japon. Ouais. C'est une petite ville à côté de Tokyo où il y a des marchés, où il y a des paysans, où il y a des pêcheurs. En fait, c'est une ville qui ressemblerait tranquillement à Monaco, capitale des rivières, Kamakura, capitale gustative du Japon à côté de Tokyo. Cela nous plaît beaucoup de faire le parallèle. D'ailleurs, on a importé beaucoup de graines d'ici pour les planter à Kamakura. On a des courgettes violon dont le goût a nul autre pareil. Finalement, il suffisait d'importer les graines, de leur donner du soin. Le climat permet de cultiver l'essentiel de toutes les plantes qu'on a ici. Donc il n'est pas très éloigné gustativement de ce qu'on est capable de faire ici. Et ça reste toutefois, nous restons avec une longueur d'avance parce que le climat permet d'avoir des légumes et des fruits et des poissons dont le goût et la saveur
nulle part ailleurs. Ne se compare pas, ouais. Voilà. Parce que c'est pas banal, hein, Une distinction. C'est pas banal de planter des courgettes méditerranéennes au Japon, c'est pas banal. Hein. Mais le son, c'est les mêmes, parce que finalement, le soleil, c'est le même. Donc il suffit de porter le même amour dans la manière de cultiver, le même amour dans la manière de les cuisiner. Finalement, on mange presque aussi bien aujourd'hui à Tokyo qu'à Monaco. Petit avantage à Monaco, parce que c'est quand même votre première étoile, c'est Monaco. Oui, c'est 1, 2, 3. Avec le prince régnier à chaque fois, qui célèbre ses étoiles. Ah oui, puis avec après vous. je perds. Après je gagne, je perds. Voilà, à chaque fois, il fallait lui annoncer, je vais perdre. Il m'a dit, j'ai toujours confiance en vous. J'y retourne une deuxième fois, parce que quand je suis à Monaco, Paris et New York, Michelin me donne 3 étoiles à New York, me garde 3 étoiles à Paris, et m'enlève encore une fois ma 3e étoile à Monaco. Et je vais le voir pour lui dire, voilà ce qui va m'arriver. Il me dit, j'ai toujours confiance en vous, j'ai bon espoir que nous allons récupérer. J'ai dit, Monseigneur, la réponse est oui. Et l'année après, voilà, donc c'est une histoire de confiance mutuelle. Voilà, il m'a donné confiance et j'ai essayé de me débrouiller pour faire rayonner. J'essaie de continuer à faire en sorte que ce restaurant reste un des meilleurs restaurants du monde, parce que l'écrin qu'il m'est donné, les produits qui me sont offerts me permettent cela. Comment vous faites avec vos collaborateurs? Vous parlez de la confiance que vous a témoigné le prince, qui a certainement été un moteur pour vous. Comment vous faites avec vos chefs qui vous entourent? Est-ce que vous êtes un patron exigeant? Oui, bien sûr, mais je fais confiance. Emmanuel, ça fait 15 ou 16 ans, il a travaillé 5 ans ici, il est venu 7 ans à Paris, il vient de retourner ici depuis 18 mois, voilà, donc c'est un collaborateur d'abord précieux parce qu'il est un grand professionnel, il est imprégné de la philosophie, la vision, nous la définissons ensemble, la vision c'est de faire le meilleur avec ce que nous avons, avec une maîtrise technique parfaite, dans un écrin unique, voilà, c'est le service d'attention porté aux autres. Claire Sonnet, c'est la première femme directrice d'un restaurant de haute gastronomie à Monaco, c'est pas facile. Voilà, nous sommes toujours contemporains. C'est un restaurant qui a plus d'une 30aine d'années. Bon, on aurait ouvert il y a 24 mois, c'est pareil, parce qu'on garde cette vivacité, cette tonicité. Bon, ce restaurant, il est animé par des gens qui sont tous des trentenaires. Voilà, des trentenaires, et il y a même quelques encadrants qui ont moins de 30 ans. Donc voilà, je suis rassuré, c'est un restaurant contemporain. En cela, pour nourrir le consommateur d'aujourd'hui, et pour nourrir le consommateur d'aujourd'hui, il faut être vif de ce qui se passe dans le monde. On ne conjugue pas au passé. Ouais, ça évolue beaucoup quand même. Moi, je conjugue au futur. Donc, ce qui s'est passé ne sert qu'à constituer les racines. Et quand on a de bonnes racines, on peut regarder plus loin. Donc, c'est ce qu'on essaye de s'élever pour voir la prochaine étape. Et c'est la permanence de ne jamais être satisfait de ce qu'on fait et d'avoir la certitude qu'on peut toujours affiner le trait sans cesse, sans jamais atteindre la perfection, en essayant d'y parvenir. Mais la perfection s'éloigne toujours, donc on essaie de poursuivre. C'est mon métier. On sent quand même que travailler, être à l'école du CAS, puisqu'il y a... C'est une école, hein. Vous formez des professionnels qui restent avec vous. On fait école et on a des écoles. Vous faites école ici. Et on fait l'édition. Voilà. Et vous avez des écoles, donc vous formez des professionnels, soit qui restent avec vous, soit qui volent de leurs propres ailes ensuite. Bien sûr. On sent beaucoup, quand même... On forme 90% de nos élèves sont destinés à aller travailler chez les confrères ou à repartir. Nous avons dans nos écoles... Chez les concurrents, vous appelez ça comment? Non, les confrères, on n'a pas de concurrence. On est des confrères. Donc on a aujourd'hui, dans le monde, nous avons plus de 94 nationalités qui apprennent la cuisine française. Voilà, nous avons 700 élèves entre Paris et une école de pâtisserie que nous avons dans le centre de la France, en Haute-Loire. Voilà, on a 700 élèves qui, demain, la semaine prochaine, lundi matin, ils vont apprendre... la pâtisserie, la cuisine, etc. Voilà, l'ombre portée d'influence de l'enseignement culinaire que nous diffusons dans le monde est essentielle, un véhicule de culture, parce que la gastronomie, c'est aussi de la culture. Oui, elle est reconnue d'ailleurs. Pour les 25 ans du Louis XV, vous avez réuni une centaine de chefs à Monaco. Beaucoup plus. C'était impressionnant d'ailleurs. Ils étaient tous devant l'hôtel de Paris, sur la place du Casino. Nous étions 420 pour le dîner, 420. Dont certainement 280 chefs du monde entier. Oui. J'aurais jamais imaginé que Monaco puisse recevoir autant de sommités de la cuisine mondiale. Est-ce que ça serait possible de le refaire aujourd'hui? Je n'en suis pas certain, parce que compte tenu des difficultés actuelles de
ce qui se passe dans la géopolitique mondiale. Je ne suis pas sûr qu'on... Ouais. Mais on peut ambitionner d'imaginer. C'était la démonstration, c'était la bonne période, c'était début novembre. Oui, ça tombe bien. Ouais. C'était le début de l'automne. C'était 3 jours d'exception. Voilà. C'est vrai que j'avais oublié ce moment. Nous avons posé là l'idée que la Haute-Gassamie, une des adresses de la Haute-Gassamie mondiale, ça se passait du côté d'ici. Parce que d'abord, la nature, nous avons la chance que cette terre généreuse nous donne des fruits et légumes extraordinaires. Il y avait une pêche extraordinaire. En plus, à cette période-là, nous avions une pêche absolument incroyable dans sa variété. Voilà, ça nous a permis de faire goûter 100 produits à ces chefs. 100. Nous avons goûté pendant ce long week-end 100 grands produits différents. Oui, il y avait un marché, salle des étoiles, des étals avec des produits. C'était vraiment... C'était la démonstration aussi que... C'était la démonstration, démonstrative de ce que nous étions capables de montrer. Est-ce que vous parlez de ce chemin depuis la ferme jusqu'à aujourd'hui, l'aquarium de Louis XV, aujourd'hui, vous parlez de ce parcours comme si c'était une voie que vous aviez tracée dans votre tête et que vous avez suivie? Non, pas du tout. Je fais au gré de ce qui m'est proposé. Voilà, bien sûr, on a encore plein de projets. Voilà, donc c'est ça qui est étonnant. On fait ce qu'on a envie, mais c'est un luxe absolu. C'est beaucoup de travail. Et c'est d'embarquer des collaborateurs. Il faut embarquer des collaborateurs. Oui, parce que le jour où vous décidez d'ouvrir une manufacture de chocolat, ça tombe pas quand même... Mais après, il faut transpirer. Eh oui. Après l'idée, il faut transpirer. Il faut beaucoup de travail. Après l'idée, il faut transpirer. Nous étions 7 il y a 10 ans. Quand on commence à manufacturer le chocolat, nous sommes 7. Quand on commence, on ne sait pas faire le chocolat. J'avais appris à faire le chocolat, moi, bien avant. Quand j'avais 25 ans, je savais faire des chocolats, bien sûr. Je n'ai perdu l'expertise. Donc, on réapprend. Donc, on va apprendre chez des confrères qui ont envie de m'ouvrir les portes. Et après, on fait une synthèse. On fait notre synthèse. Et après, on signe notre chocolat. Et on fait toujours pareil. C'est-à-dire, quand on décide de prendre... quand on décide de faire des biscuits, quand on décide de faire des glaces, quand on décide de faire du café, on va d'abord apprendre. Mais on apprend. Et après, on fait de la recherche et développement. Donc pendant 1 an, on fait des biscuits. Pendant 1 an, on fait des glaces. Pendant 2 ans, on fait du chocolat. On essaie de faire du chocolat. Puis après, un jour, on dit, c'est bon, c'est le chocolat que je veux faire. Mais c'est entre 1 année et 2 années de recherche et de développement avant de dire, on est capable de faire 25 biscuits, on est capable de faire 25 glaces, on est capable de faire 27 chocolats. Donc c'est des années... Donc, alors, est-ce qu'il est différent? Oui. Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Non, il est différent. Donc, il est meilleur et différent. C'est pas parce qu'il est que différent. Encore faut-il qu'il soit meilleur. Parce que nous avons travaillé, nous avons affiné le trait, nous avons répété le geste jusqu'à la perfection sans jamais l'atteindre. Voilà. Et bien, c'est pareil pour la cuisine. Je suis persuadé qu'on peut toujours améliorer. Donc, je suis un directeur artistique qui va toujours chercher à dire on doit pouvoir faire mieux, on doit pouvoir enlever du sucre, on doit pouvoir enlever du gras, on doit pouvoir enlever un ingrédient. Trop est l'ennemi du bien. Telle est notre philosophie, c'est qu'est-ce qu'on peut enlever? On n'est pas là pour ajouter, on n'est pas là pour étonner, on est là pour être toujours dans l'essentiel. Ce qui est essentiel doit être rare, et ce qui est rare doit rester inscrit dans la mémoire du client d'aujourd'hui. Le client d'aujourd'hui, il est curieux, zappeur, infidèle. Encore faut-il capturer son esprit le temps qu'il est chez nous. Donc, le temps qu'il est chez nous, il faut l'accompagner, lui faire vivre un rêve. Et ce rêve, il doit rester gravé dans sa mémoire le plus longtemps possible. Nous sommes des marchands de bonheurs éphémères. Alors, si j'avais la recette universelle, je la vendrais très cher, mais il n'y a pas de recette. En fait, c'est une combinaison d'hommes et de femmes qui sans cesse vont se remettre en question. C'est le cas ici aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, c'est sans cesse. Justement, quand vous dites, alors je sais qu'on peut entamer le débat sur la valeur des étoiles, ce que ça apporte, ce que ça n'apporte pas, c'est l'importance qu'on leur donne. C'est toujours mieux avec. Voilà, c'est toujours mieux avec. Quand vous en perdez une, est-ce que ça vous remet en question? Non, là aujourd'hui vous n'en perdez plus, mais à l'époque vous en aviez perdu. Mais on en perd, on en gagne. C'est comme ça. C'est chacun. Michelin fait son travail, nous on fait notre travail. Est-ce qu'on se remet en question? Non. Si on est persuadé que la bonne ligne éditoriale, on affine le trait puis on continue.
c'est comme ça, on fait avec, on fait sans, on continue. Enfin, le principe, c'est de continuer à former des collaborateurs, de satisfaire des clients, de prendre des aventures différentes, des défis différents. Là, nous avons de nombreux défis à venir. Très nombreux. J'aime pas les annoncer avant, mais bon, on a un certain nombre de projets en cours, certains signés, d'autres pas signés. Voilà, nous allons continuer à progresser, et je dirais à influencer, à partager, à diffuser, à embarquer des hommes et des femmes dans des territoires différents. Voilà, il faut les embarquer. Embarquer, oui. Voilà, il faut embarquer des gens pour faire ma place. Moi, je suis celui qui donne la vision, mais je ne suis pas celui qui fait. Enfin, alors, on sait que je fais plus. Je ne suis pas celui qui fait, on sait que je ne fais plus. Vous ne cuisinez plus du tout? Non, parce que je n'ai pas besoin. Je vais goûter les plats tout à l'heure. Il est en harmonie totale avec moi et il affine le trait tous les jours. C'est-à-dire, moi je suis un entraîneur. Est-ce qu'un entraîneur il va marquer des buts? La réponse est non. Donc je suis exactement dans le principe du créateur, entraîneur. Je ne suis plus celui qui fait, je suis celui qui donne la vie. J'ai un des prochains restaurants. Je suis le seul à avoir en tête la cuisine qu'on va y faire. Donc bien sûr qu'il va falloir que je partage. Je ne sais même pas qui va être le chef de ce prochain restaurant. Il va arriver dans les 12 mois qui viennent. Je n'ai strictement aucune idée d'abord de ce que je vais y faire. J'ai une petite idée de ce que je vais y faire. Je n'ai strictement pas idée de qui va faire. Donc tout ça va se construire au fur et à mesure de mes rêves. Et, voilà, donc je vais transmettre cela. Et mon chef qui va exécuter, il sera accompagné de ma vision, il va affiner le trait tous les jours, mieux que moi, très clairement. Mais par contre, il va vous avoir sur le dos un moment quand même. Oui, mais je ne suis pas inquiet. Non. C'est toujours la bonne personne au bon endroit. Emmanuel, il était la bonne personne pour revenir au bon endroit. Franck Sioriti, mon collaborateur pendant 40 ans, avait décidé de prendre sa retraite. Dominique, qui était le chef du Liqueur, est devenu le chef de l'hôtel de Paris. Emmanuel, qui avait travaillé ici, était à Paris comme sous-chef, est devenu le chef ici. Voilà, le casting m'appartient. C'est aussi un casting. Oui, parce que vous choisissez des hommes et des femmes. Oui. Vous choisissez des personnalités avant de choisir des techniciens. Oui, je choisis Claire, quand elle arrive ici à 4-5 ans, elle a 30 ans ou 31 ans, donc c'est pas facile d'arriver à Monaco pour prendre le choc de... Prendre le Louis XV d'Alain Ducasse avec Alain Ducasse, c'est dur. Quand elle est à l'accueil, le client qui arrive, il dit « Appelez-moi le directeur ». Il dit « Le directeur, c'est moi ». Non. Mademoiselle, appelez-moi le directeur. Donc il faut se le prendre. Se la prendre, c'est là, disant « Monsieur, je suis le en charge de ce restaurant. Oui. Bon, appelez-moi Alain Ducasse, mais Alain Ducasse n'est pas là. Non. Il faut le prendre, le choc, en disant... On est dans une société qui est encore, pour les femmes, mais elle peut le raconter tous les jours. Oui. Mais ça va bien se passer puisque ça se passe. Donc c'est une décision. Je savais que ça allait se passer comme ça. Mais je trouve que c'est tellement moderne d'avoir dans un restaurant de très haute gastronomie un jeune sommelier qui a moins de 30 ans, une jeune directrice, un jeune chef, un jeune pâtissier qui était avec moi à New York. Voilà. Alors, pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je veux donner la promotion. Donc, plein de collaborateurs qui sont ici, sont ailleurs dans le monde. Comme ça permet de faire monter ou de croiser, de faire venir des gens de Paris, d'envoyer ceux de Paris, ceux d'ici à Paris, à Londres, etc. Donc, le casting m'appartient. Et puis la vision de ce qu'on fait dans mes restaurants m'appartient. Ensuite, mes collaborateurs sont meilleurs que moi. Du coup, quand vous dites le casting m'appartient, ce qu'on fait dans les restaurants m'appartient, ça veut dire que vous voyagez beaucoup. Oui. Vous prenez l'avion souvent. Oui, bien sûr, toujours. Oui. Est-ce que ce sont des moments, parce qu'on sait, on sait que vous avez survécu à un accident d'avion terrible, que ça a été un long combat pour vous en remettre. Et est-ce que... On peut faire sans, mais l'ayant vécu, on fait avec. Et je résumerai la leçon que m'a donnée cette longue période difficile, c'est que le seul problème, les vrais problèmes, c'est quand vous avez une capacité physique ou intellectuelle d'être autonome de votre personne. Moi, j'ai été toujours intellectuellement autonome. J'ai été handicapé pendant de très nombreuses années. Pendant ce temps, je peux vous dire, quand vous êtes dans la capacité physique d'être autonome de votre personne, vous êtes désocialisé. Toute partie désocialisée. Tout le reste, il y a des solutions. Et je dis souvent, quand il y a un problème, j'aime bien essayer d'avoir deux solutions. Un problème, deux solutions. Ça, c'est une philosophie qui m'a été... Qui est venue de ça. Oui, qui vient de ça, en disant, on a un problème et on va essayer de trouver une solution. Maintenant,
je dis un problème, deux solutions. Vous aimez bien Tant avoir que vous le choix. n'êtes pas physiquement atteint ou intellectuellement atteint, on va s'en sortir. Il n'y a que ça qui peut nous empêcher d'avancer. Et quand ton collaborateur vient me voir, je lui dis, tu as un problème, tu es malade? Non. Tu as envie d'avancer? Oui. Donc tu n'as pas de problème. Oui, résumé comme ça, effectivement. Mais en revenant au voyage, alors vous voyagez beaucoup. Comment vous Je faites me nourris Oui. de ce que je vois. Comment vous Je faites ne avec fais votre pas un famille? voyage sans m'étonner Ah. d'un cocktail incroyable. Voilà, je rencontre au moins... le dernier voyage en Italie, j'ai fait 3-4 rencontres importantes. Quand je fais une rencontre, je suis content, mais quand j'en fais 3-4, je suis encore plus content. Comment je fais? Je voyage vite. Non, mais je voyage vite. Est-ce que vous avez des aujourd'hui, enfants? demain, je suis à Paris. Vous avez des enfants? Jeudi, je suis à Las Vegas pour le Grand Prix. Voilà, donc, oui, j'ai des enfants. Non, mais je les... Ils voient leur père souvent ou pas? Certainement pas assez, mais vous savez, c'est comme ça. Je leur apporte autre chose quand je les vois. Bien sûr. Ils voyagent aussi. Votre épouse voyage avec vous? Pas souvent. Pas souvent. Elle a voyagé avec moi, mais pas souvent. Mais j'ai appris à mes enfants à voyager, de se nourrir, envahir le monde. Ils voyagent minimum 4 à 6 semaines par an, avec ou sans moi. Ils voient le monde. Donc je veux les nourrir de voir ce qui se passe dans le monde. Oui, on peut difficilement arriver à affiner sa vision tant qu'on n'a pas tout vu, ou tant qu'on n'a pas vu le maximum. Même si on sait tout, même si les moyens de communication aujourd'hui, on sait tout, surtout en temps réel, tout le monde est ce qu'on peut... mais quand même, de voir en vrai, c'est mieux. C'est un luxe. Et je pense que ça compense bien, non pas mon absence, mais en tout cas, je les nourris d'autre chose que de rester... Vous aimez voyager alors? J'adore voyager. Si je n'avais pas été cuisinier, j'aurais été voyageur, ou architecte, ou cuisinier. Donc, en fait, je suis cuisinier, voyageur. On crée beaucoup de lieux. Ouais. Je suis très proche du design, de l'architecture. Nous sommes dans des lieux extraordinaires avec des grands designers. Je suis dans des lieux uniques au monde. Oui, parce que quand on parle de l'expérience du CAS, on parle aussi de la vaisselle, de la présentation, de la décoration. On se mêle de tout. On se mêle de tout. Du dessin de cet accoudoir, de la nappe, du détail, du coin capuchon, on s'occupe de tout. Nous sommes très interventionnistes. C'est une espèce de boulimie. Et le prochain restaurant, je ne veux pas qu'il ressemble à celui qu'on a fait il y a 6 mois. Voilà, je cultive cette espèce de folie que rien ne doit se ressembler. C'est comme les boutiques de chocolat. Aucune boutique de chocolat ne se ressemble. Nous en avons 35 dans le monde. 35, hein? Pour une manufacture qui a moins de 10 ans, c'est ça? Oui, nous avons une manufacture à Tokyo aussi, à Nihonbashi, au cœur de Tokyo. Nos chocolats sont manufacturés au Japon, mais le chocolat est manufacturé à Paris. Nous manufacturons les bonbons au Japon. Nous avons un atelier en plein Tokyo. Là, on aime bien. Nous voulons ouvrir à Munich, nous voulons ouvrir à Londres. À Londres. On se dit que Londres, c'est quand même un endroit. Alors peut-être vous allez me démentir, mais dans l'imaginaire, on se dit que tous les grands chefs sont à Londres. Non, la première adresse, c'est Londres et New York. New York pour le reste du monde, Londres pour une partie. Oui, il faut être à Monaco, à Paris, à Londres, à New York, à Tokyo. Déjà quand vous êtes dans tous ces endroits-là. On est bien là, dans ces 5 villes. On a des bureaux dans les 5 villes, donc on est bien. Ah. Alors vous disiez, moi j'aime bien que les restaurants évoluent et que ça ressemble pas à ce qui existe déjà. Le Louis XV, il y a une certaine stabilité. D'excellence. Stabilité dans l'excellence. Mais il y a 10 ans, on a aussi changé. En même temps que Paris, je crée la naturalité. Je voulais pas que la naturalité qui était vraiment novateur inquiète Monaco. Donc avec le prince Albert, on a décidé de donner un ton de modernité et à la fois culinaire et dans le design. Et on a fait un lieu résolument contemporain dans un environnement de 1864, du temps de Garnier, qui construit le casino. Voilà, on est dans un écrin unique, on a tout préservé. Ouais, les murs, on n'a pas touché, on restaure toujours le plafond et les murs, mais on ne touche à rien. C'est-à-dire on vient habiter de modernité,
le temps, ce décor, pour l'instant, il vieillit bien, il ne vieillit pas. Il a 10 ans, il est très contemporain. Ouais. Ouais, donc l'idée, c'est de continuer à séduire le consommateur d'aujourd'hui. Le consommateur d'aujourd'hui, il est curieux, zappeur, infidèle. Donc il faut continuer à l'étonner, il faut continuer à les séduire avec des vrais matériaux, avec une vraie évolution, qui ne soit pas une révolution, qui soit... Voilà. C'est le ton juste. Hein. Moi, j'aime bien ce que disait Coco Chanel, il faut que ça soit aussi beau devant que derrière. C'est vrai qu'ici, c'est aussi beau devant que derrière. L'harmonie entre le contenant et le contenu, aussi beau devant que derrière, etc. Donc tout ça, on essaye de faire en sorte que les choses soient harmonieuses, que la cuisine... On a aussi des bistrots parisiens traditionnels, dont l'idée, c'est de préserver la tradition, l'ADN originel. Originel, hein, c'est un mot qui vous... Originel, qui on préserve, dans votre... mais c'est meilleur, très sincèrement, nos bistrots aujourd'hui sont meilleurs que la cuisine qu'on faisait il y a 25 ans. Moi, je ne conjugue pas au passé en disant « Ah, la nostalgie, le cassoulet était meilleur », mais pas vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, nous sommes meilleurs qu'hier, et moins bons que demain. Donc demain, on va encore affiner le trait. Donc moi, je ne conjugue pas au passé. Le passé, c'est juste... pour avoir de bonnes racines, pour pouvoir regarder, quand on a de bonnes racines, on peut regarder plus haut, plus loin. C'est pas pour... le passé, c'était pas mieux. Moi, je suis convaincu que ça sera mieux demain que ça n'était mieux avant. Mais oui. Enfin, le passé, c'est quand même donc cette rencontre avec le prince Régnier III, hein, qui vous choisit, et la rencontre avec son fils. Parce que finalement, la succession est établie. La succession est établie, et surtout, il y a un moment important, c'est quand le prince Albert décide de vous faire monégasque. Oui, et c'était entre le prince Régnier et le prince Albert. Le prince Régnier ne m'a pas vu monégasque, mais on avait discuté. C'était une décision que j'ai acceptée, bien sûr, de dire très bien que vous soyez monégasque. J'ai dit, Monseigneur, quel honneur vous me faites, etc. Donc il disparaît. Et la chose n'est pas faite, mais le prince Albert a terminé la promesse qui m'avait été faite par le prince Régnier. Et on peut être... Là, c'est pas rien, non, bien sûr. Mais moi, j'ai passé... Non, mais à ce moment-là, j'ai déjà passé plus de temps à Monaco. Au service de la restauration, de la cuisine, de mon métier, à Monaco. C'est une distinction. En fait, je suis là depuis le 1er octobre 1986. Donc il y a maintenant 37 ans. Je suis arrivé le 1er octobre 86, 37 ans avant. Et alors on dit que vous voyagez beaucoup. Bon, là vous avez le passeport maintenant, mais est-ce que Monaco c'est chez vous ? Oui, Monaco c'est chez moi. Je pense. Alors Monaco c'est chez moi parce que c'est la capitale des Riviera franco-italiennes. C'est Monaco fait la synthèse. Ce qui m'intéresse, c'est Nice, Gênes, San Remo, Gênes. Non mais c'est Gênes, c'est loin. Gênes, Marseille. Non mais c'est Gênes, Marseille. Ce terroir. Mon terroir d'adoption, c'est Gênes-Marseille. C'est d'une richesse absolue. C'est à la fois de ces terres arides, de ces paysans, de ces hommes et de femmes qui cultivent, qui pêchent, etc. Sincèrement, c'est le tempo culinaire partout dans le monde. L'ADN principal de ce que l'on retrouve, de notre expertise, c'est les goûts d'ici. D'ailleurs, je dis, 85% des chefs dans le monde, ils ont travaillé ici. C'est l'école. Vous en avez fait un ouvrage d'ailleurs, qui s'appelle Méditerranée. Hein, oui, ici on fait école. Ici on fait école. Ici on fait école. Et donc, vous implantez des écoles un peu partout aussi. Hein. Oui, il n'y a pas que l'école de Monaco. Hein. Ah non, mais Monaco c'est l'école là. Et après on a des écoles. Donc nous avons 2000 élèves. Nous avons une école à Manille, nous avons une école à Bangkok, dans un parc extraordinaire, nous venons d'ouvrir. Nous avons ouvert à New Delhi, nous allons ouvrir à Abu Dhabi, de nombreux autres projets. Nous avons 700 élèves en France. Voilà, on a 2000 élèves lundi matin qui vont apprendre l'école. 94 nationalités, 72 nationalités en France et dans le reste du monde. Nous avons plus de 90 nationalités. Donc ça veut dire que l'universalité de l'apprentissage, de la cuisine française, du goût français, de la haute gastronomie française, de l'art de vivre à la française, du savoir-faire, qui induit le choix des vins, les arts de la table, la cristallerie, l'orfèvrerie, l'ordonnancement des mets et des vins, les nappes, enfin voilà. Donc nous sommes obsédés par tout ça. D'ailleurs à Paris, nous avons une grande école, c'est 100 000 m², 9 classes de cuisine. Voilà, nous enseignons pour l'essentiel en anglais, nous faisons de la reconversion. Nous faisons des formations de 3 ans. Voilà. Nous sommes de tout terrain, vraiment. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette tendance, moi, je ne vais pas vous dire une mode, mais cette tendance de la cuisine qui se met en scène dans des shows télévisés, dans des concours? C'est bien pour le buzz. C'est bien, on parle de notre
métier. C'est bien. Est-ce qu'on en parle trop? Peut-être. Est-ce qu'on en parle mal? Pour partie. Mais en tout cas, au bout, de parler de notre industrie est bon pour l'industrie. Voilà, ça attire des jeunes pâtissiers. Grolet est mon pâtissier, c'est mon pâtissier star. Hein. Il a 8 millions et demi de followers aujourd'hui. Alors, on n'a jamais eu autant de candidats, de jeunes hommes et femmes qui veulent faire la pâtisserie. Donc, en fait, ça nous aide à faire venir dans notre industrie des hommes et des femmes qui auraient peut-être fait d'autres études plutôt que de faire de la pâtisserie. Tout à l'heure, vous disiez, moi je n'aime pas le sucre, en tout cas je n'ai pas une appétence particulière pour le sucre. Mais moins. Voilà. Et vous me dites, Grolet, c'est quand même mon pâtissier star, donc on peut conjuguer cette envie de ne pas... Grolet, on fait moins de sucre et il a... Les cookies, c'est la caricature du gras mou sucré. Ces cookies, c'est gras mou sucré. Il dit, on doit aussi satisfaire un public qui ne va jamais s'habituer. Mais bon, les gras mou sucrés des cookies de Grolet, c'est 10% de la vente. Hein. Oui, on assume. C'est comme on fait une pièce de bœuf Rossini dans mon bistrot, mais de meilleure qualité, en moins de quantité. Moi aussi, je ne suis pas végane. Je dis, je mange beaucoup moins de viande. Je mange de la viande une fois par semaine, d'excellente qualité, en moins de quantité. Donc, 80-20, de 20 à 80, il faut passer à 80-20. Oui, c'est ce que vous dites, c'est cette question de proportion. Oui. Est-ce que vous vous imaginez qu'il peut y avoir des réticences de gens qui se disent, pour que ce soit bon, il faut que ce soit gras, il faut que ce soit mou, que ce soit sucré. Vous savez, il y a des champions olympiques qui sont véganes. Donc, tout est dit. Donc, pour satisfaire aux besoins de l'individu, il n'est pas nécessaire de manger de la protéine animale. Ou si on en mange, on peut en manger très peu et ça marche quand même. Pour satisfaire aux besoins physiques et intellectuels de la personne, on n'a pas besoin de... On peut consommer différemment et tout va bien se passer. Sauf qu'il y a les 800 millions de surnourris et le milliard d'individus sous-nutris qui vont se retrouver mieux et la planète va se trouver en meilleure santé. Mais ça va doucement, je vous rassure. Il y a toujours plus de monde pour manger des burgers de bœuf que pour manger des burgers végétariens que je fais. On a un burger qui s'appelle Burgal, c'est une marque qui est 100% végétal, 98% avec des produits français. On en vend moins que la célèbre marque de burger, il faut le dire. Enfin, c'est comme ça. Mais quand même, il y a un intérêt. J'ai confiance, on va y arriver. C'est comme... ça va venir. Gustativement, est-ce que ça ressemble? Ah non, pas du tout. Je fais de la protéine végétale et du légume. Donc ça ressemble à la protéine. Je ne cherche pas à ressembler. C'est pas du semblant. Je ne mets pas du jus de betterave pour faire le sang. C'est absolument pas. C'est interdit. Enfin, c'est l'opposé. Mais moi, je me régale. Alors, et maintenant, alors là, pour de bon, il faut faire école. L'école commence. Il faut faire école. On a édité ça il y a 2 ans maintenant. Il faut faire école. On fait goûter, on en donne, on en vend, voilà. Il faut faire école. Faire de la pédagogie, en fait. Oui, faire école. Oui, mais ça va venir, on ne va pas lâcher. On va l'imposer. ça finira toujours par s'imposer. Ça finit toujours par s'imposer. C'est ce que vous dites au Prince Régnier, au bout du compte. Oui, ils vont s'habituer. Ah, ils s'habitueront. Ils s'habitueront. Et d'ailleurs, le repas pour le prince Albert, de dire, le déjeuner, vous êtes sûr, j'ai dit, Monseigneur. Vous verrez, ils s'habitueront. Mais personne n'aura jamais mangé ça. Je lui dis, c'est pour ça qu'ils vont s'en souvenir. Mais quelque part... Tout le monde avait mangé du homard, personne n'avait mangé du mulet en carpaccio. C'est ça. C'est d'une évidence, c'est d'une trivialité ce que vous dites. Vous dites, ils vont s'en souvenir parce que justement, ils ne l'auront jamais mangé. Et ils s'habitueront. Ben voilà, tout est dit. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, chef? Vous savez, la chose la plus précieuse, parce qu'autour de moi, c'est la santé. Et la capacité physique et intellectuelle d'être autonome. C'est le bien le plus précieux. C'est la liberté et la santé. La liberté et la santé, c'est... Quand vous avez ça, vous pouvez continuer à conquérir le monde sans cesse. Et des étoiles encore? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. On a bien sûr envie d'avoir d'autres étoiles. D'ailleurs, on en aura d'autres. Oui, on continue. Sans cesse, affiner le trait. Voilà, partager. Et moi, j'ai beaucoup aimé débriefer avec Emmanuel, qui me donnait des nouvelles que je n'avais pas vues. Moi, je lui ai donné d'autres. Voilà, c'est en 1 heure, je lui ai donné des adresses. Je lui ai dit, tu dois aller là, il faut que tu y ailles, parce que
Lui, il va certainement arrêter dans les mois qui viennent. Tu dois aller manger là-bas, parce qu'après, on va regretter, vous savez. Ah oui. On va dire, Pas de regret, pas de regret. J'ai voulu y aller, je n'y suis pas allé. Vous savez, c'est comme... moi, je me suis occupé de la nourriture du Concorde entre 1999 et 2000. Tous les gens disent, ah oui, je voulais le prendre, et puis un jour, il s'est craché, et un an après, oui. Mais comment on fait pour faire de la haute gastronomie dans un supersonique 0,80. Alors, très clairement, on avait 0,80 mètres carrés, c'est-à-dire la surface de réchauffage à bord du Concorde, c'était moins d'1 mètre carré. Bon, on avait tout préparé, tout était préparé au sol, c'était un travail c'est de la précision, rigoureux. ça. Vous savez, nous faisons aussi, depuis 20 ans, je nourris les vols spatiaux habités. Pas nouveau, c'est depuis 20 ans, on embarque de la nourriture spatiale. Déshydratée, alors pour pesquer, bien sûr, mais donc nous fabriquons pour tous les vols spatiaux habités, y compris pour les Américains, pour les Russes. Voilà. Parce que nous sommes les seuls à avoir travaillé depuis 20 ans. Ça fait 15 ans que nous embarquons dans la nourriture. À la demande de l'European Space Agency de Toulouse, que je suis allé voir les contraintes physiques. Ouais. Dans quelles conditions ils volent? C'est quoi un vaisseau spatial? On s'assied quand, comment, etc. On y vit... Et donc, moi, je ne les nourris pas tous les jours, je les nourris dans un cycle hebdomadaire. Ils s'assiedent et ils mangent des nourritures à bactéries zéro, non pas sèches, mais qui ne peuvent pas tomber dans le goûter, oui, ça serait terrible. Donc, on a beaucoup travaillé, et puis finalement, on embarque depuis des années la nourriture pour les spationautes. Je les ai rencontrés, j'ai vu... Voilà, ça m'intéresse. Aujourd'hui, nous faisons la nourriture sur le commandant Charcot, c'est le seul bateau à hydrogène qui va sur le pôle Nord géographique. C'est le pôle Nord, oui. On embarque pour les spationautes, on embarque sur le commandant Charcot, on faisait à manger à Mach 2. Voilà, moi j'aime ce genre de défi. Et toujours bon. Mach 2, c'est bien, toujours bon. Toujours bon. À Mach 2, c'était un défi. Ce que j'entends, c'est que, on terminera avec ça, c'est que vous réchauffiez à Mach 2. Vous ne cuisiniez pas à Mach 2. Je peux vous dire que le poisson, il était aussi bon que dans la majorité des restaurants de haute gastronomie à Mach 2. Voilà. C'était ça le défi. Le défi, c'était de confier à l'équipage, puisque j'ai formé tous les équipages de Concorde, hôtesses, stewards, etc., qui faisaient un travail parfait. Parce que on les avait coachés dans mon école, ils étaient devenus des chefs de haute gastronomie. Voilà. Donc j'en croise dans mes vols qui dit « Ah, vous vous rappelez, on était sur Concorde hein. ». J'en ai même croisé une il n'y a pas longtemps qui m'a dit « On a fait le dernier vol Concorde ». J'ai dit « Je me rappelle, vous êtes de Toulouse ». Elle m'a dit exactement quoi me rappeler. J'ai dit « Écoutez, le dernier vol Concorde, je sais qui était l'équipage et vous êtes de Toulouse ». Voilà, quand on a posé le Concorde pour la dernière fois à New York, tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait parce que c'était la dernière fois que le supersonique faisait la transat, ouais. Et après, cet avion-là, il est à Toulouse. C'est le Concorde qui est à Toulouse. Ouais. Et donc, j'étais tellement ému que j'ai invité tout l'équipage pour dîner à mon restaurant à New York et on pleurait. Avec du Dom Pérignon, tout le monde pleurait. Non, mais c'était émouvant parce que c'était la dernière fois que cet avion le plus rapide du monde, et d'ailleurs, il n'y en a pas depuis. Hein. Non. Je ne sais pas si on reverra un avion qui vole à Mach 2 à 2200. 3h15 pour aller à New York, je ne sais pas si ça on reverra. Donc, voilà. Non. Donc, moi, je volais. Je n'étais pas payé pour faire la nourriture, mais le deal, je dis, je veux voler avec vous. Donc, je volais avec les pilotes. Je volais derrière le mécanicien. Donc, j'étais. Oh, wow. Donc, il y avait. Ils étaient trois, dont un mécanicien, et moi j'avais le petit siège, j'avais un trapontaine derrière le mécanicien. C'était un bonheur total. C'est là aussi que vous avez trouvé des idées. Quand on est assis derrière le mécanicien dans le Concorde, est-ce que ça... Alors je vais vous dire... La tête dans les étoiles, quoi. Quand je suis en vol, je suis très créatif. J'ai toujours quelque chose pour écrire, mais vraiment, parce que je ne vais pas être dérangé, on est nulle part, on n'est plus à Mach 2, mais on est à 800 ou 900 km/h. Il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien, et je suis assez prolifique. Je note beaucoup. Je note beaucoup en avion avant de m'endormir, et après je dors. Voilà, c'est clair. Non, mais j'ai une recette. Hein. Ah bah oui, on voit. Mais comme pour tout le reste, il y a une recette du CAS. Oui, une recette, c'est je lis, j'écris, je dors, et je bois que de l'eau. Beaucoup d'eau. En vol, je bois beaucoup. Ça, c'est une recette. Imparable. Que m'avait donné un médecin d'Air France en disant vous voulez plus avoir des jet lag. Moi, j'ai pas que ça comme recette, mais
Entre autres, je bois beaucoup. Et je me réveille toutes les 2 heures. Toutes les 2 heures. Je me réveille, j'ai des cycles de 2 heures. Je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. Et j'étais assez créatif là, dans les avions. Là, je pars à Las Vegas dimanche. Là. Las Vegas, c'est 20 heures de... Las Vegas, c'est long. J'ai fait Paris, Los Angeles, Vegas, c'est long. Oui, c'est long. Comme ça, vous allez rentrer avec plein d'idées. Grand Prix, oui. Eh bien, merci beaucoup, chef. Merci pour ce moment avec vous. Merci à vous.